nous a rejoint notre invité pour le grand entretien de 19h30, Manon Bry. Bonsoir. Bonsoir. Eurodéputée de la France Insoumise. Mais avant cela, avant ce grand entretien, c'est l'heure de retrouver le vrai ou faux. Bonsoir, Léa Soulevitch. Bonsoir. Ce soir, vous vous êtes penchée sur les déclarations de Marion Maréchal, interrogée hier matin sur France Inter, sur les méthodes très violentes de l'ICE, la police de contrôle de l'immigration avec la mort d'Alex Préti et de René Goud à Minneapolis. Et elle donne un chiffre étonnant. Sous Barack Obama, il y a eu également 56 décès de clandestins. Bon, à l'époque, on n'en avait pas parlé. Oui, je vous l'apprends peut-être. En effet, personne n'en parle, puisque les méthodes de la police américaine sont celles-ci. Et moi, je ne suis pas là pour faire la police de la police. Alors Léa, d'où vient ce chiffre? Est-ce que vraiment il y a eu 56 morts sous une présidence démocrate aux États-Unis? Alors ce chiffre, il est exact. Ici, Marion Maréchal, elle parle en fait du nombre de morts en détention par l'ICE. Le chiffre qu'elle donne, il vient regarder de ce rapport, Négligence fatale, comment l'ICE ignore les décès en détention. Il a été publié par 3 ONG spécialisées dans la défense des libertés des migrants et des conditions de détention. Et vous le voyez ici, c'est noté, il y a eu 56 décès en détention par l'ICE sous l'administration Obama, dont 6 suicides et au moins un décès après une tentative de suicide. Alors ce rapport, il dénonce notamment des violations des normes médicales et sanitaires par l'ICE qui auraient contribué à la mort de plusieurs personnes en détention. Donc c'est vrai, les conditions de détention par l'ICE étaient déjà problématiques et dénoncées par les ONG sous Barack Obama. Et le chiffre de 56 morts existe bien. Et il est même en dessous de la réalité, puisque ce rapport, il est paru avant la fin de l'ère Obama. Si on prend ces 2 mandats en entier, on arrive en fait à 69 décès en détention. Ok, et vous avez regardé aussi sous l'administration Trump. Est-ce que donc ICE, cette police de contrôle de l'immigration, a fait autant de victimes? Alors pour ça, je vous propose de regarder les chiffres sur la durée. Si on regarde les chiffres, 69 décès en détention, c'est pendant les 8 années de mandat de Barack Obama. Vous les voyez ici en violet. Et si on prend le premier mandat de Donald Trump et le début de son second mandat, en jaune, on arrive à 84 décès. Donc en seulement 5 ans, en fait, l'ICE sous Donald Trump a un bilan plus lourd que l'ICE sous Barack Obama. Et puis vous le voyez, 32 décès en 2025, c'est donc là en vert, c'est l'année la plus meurtrière en détention depuis 20 ans pour les ONG. Comme l'administration Trump, en fait, elle intensifie les arrestations et les placements en détention. Et bien cette surpopulation carcérale, elle dégrade les conditions de détention qui étaient déjà médiocres, comme on l'a vu, d'où aussi cette hausse du nombre de décès dû aux raisons médicales et à des suicides. Donc en fait, si on vous suit, Marion Maréchal, elle compare des choses qui ne sont pas comparables. Oui, en fait, c'est-à-dire que donc le chiffre existe, mais il répond pas du tout à la question qui est posée à Marion Maréchal. On l'interroge sur la mort d'Alex Préti et de René Goud, tués dans la rue, je le rappelle, au cours d'une intervention de l'ICE, et elle répond avec les chiffres des morts en détention. Ce qui effectivement n'a rien à voir, c'est pas du tout le même sujet. Il faudrait comparer en fait le nombre de morts pendant une intervention de l'ICE sous Barack Obama et sous Donald Trump. Et ces données-là, malheureusement, elles sont pas publiques. On n'a pas de décompte exhaustif sur ces 2 périodes. Merci beaucoup, Léa. Le vrai au fond, on vous retrouve le samedi à midi et tous les soirs ici à 19h30. Merci beaucoup, Léa. Manon Bry, donc je le disais, vous êtes notre grand entretien ce soir, eurodéputée de la France Insoumise, coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen. On a entendu l'enquête faite par Léa. Aujourd'hui, les Insoumis ont fait un appel contre justement ICE, la police donc anti-immigration aux États-Unis. Une résolution contre donc, cette police américaine appelant le gouvernement à dénoncer les violations des droits humains, à demander une enquête internationale ou encore à interdire ces responsables d'accès au territoire européen. Une résolution comme celle-là, concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet au-delà voilà, du positionnement moral et de condamner cette police ICE que fait à peu près toute la classe politique française aujourd'hui? D'abord, l'objectif, c'est d'utiliser tous les moyens, les outils qu'on a en notre possession pour dénoncer un régime qui est en voie de fascisation, le régime de Donald Trump, et qui utilise l'ICE, donc cette milice au service de Donald Trump. Vous parlez de milice parce qu'elle dépend de l'État. Oui, mais c'est une milice qui sert un projet politique dont l'objectif est d'arrêter 3000 personnes chaque jour et qui est prêt à tuer des innocents dont le simple tort est d'avoir contesté les méthodes de cette ICE. Et donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels agir. Je pense d'abord qu'en tant que dirigeant européen,
on ne peut pas rester sans rien dire et on ne peut pas avoir le droit international et les droits humains à géométrie variable. Par exemple, en tant que présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, je vais envoyer une lettre ce soir aux autorités européennes parce qu'il devrait y avoir des policiers de l'ICE qui seront mobilisés dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver. On a entendu la réaction des Italiens. On peut se poser la question. Et donc, moi, je profite de cette antenne pour vous l'annoncer puisqu'on est en train de l'envoyer. Je demande solennellement à ce que aucun représentant de la milice au service de Trump ne soit présent sur le territoire européen. Mais au-delà de ça, on ne peut pas prendre des sanctions à l'égard de régimes qui violent les droits humains à l'échelon international, que ce soit Vladimir Poutine ou d'autres, et ne pas les prendre quand il s'agit de Donald Trump. Donc oui, il faut prendre des sanctions à l'égard du régime américain, et je vais même plus loin, interroger notre propre complicité dans ce système, puisqu'il a été révélé par vos confrères hier que Capgemini, qui est une entreprise française, est directement utilisée par les services de l'ICE. Donc je pense qu'on peut interroger la responsabilité du gouvernement français. Mais quelles sanctions contre le gouvernement américain? Dans cette demande de résolution, il y a aussi une enquête internationale aux États-Unis. Ça vous semble réaliste, très honnêtement? Je vous donne des exemples très concrets. On a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment en réplique aux menaces qu'a proférées Donald Trump sur le Groenland, d'utiliser des outils comme des outils commerciaux qui sont des outils anti-coercition. Si on considère aujourd'hui que le régime de Donald Trump viole les droits humains, ce que je pense nous sommes nombreux à considérer et sur lesquels s'alarment les ONG, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas rester sans réponse. Sinon, nos alertes et notre indignation sera à géométrie variable. Et donc, on peut utiliser des instruments comme l'instrument anti-coercition, priver les entreprises américaines d'accès au marché public européen. L'instrument anti-coercition, ça a été une menace qui a été brandie, qui n'a pas été appliquée. Précisément parce qu'elle n'a pas été utilisée. Et c'est le désaccord. Moi, je vais vous dire, j'ai le sentiment depuis un certain nombre de semaines que Donald Trump cherche à provoquer un effet de sidération. On a un peu les lapins face au phare de la voiture. Et on va d'une sidération à une autre. On oublie presque qu'il a menacé d'envahir un territoire européen pas plus tard que la semaine dernière. On oublie que 2 semaines avant, il avait attaqué directement le Venezuela. Et on va d'un truc à l'autre et rien ne se passe. On ne peut plus être le paillasson de Donald Trump. Ça suffit. Et pour ça, il faut que l'Union européenne prenne conscience de sa puissance et s'en serve. Alors justement, est-ce que vous considérez, donc si on doit se mêler d'un certain nombre de sujets type droits de l'homme, est-ce qu'on doit utiliser cette mesure anti-coercition avec la Chine, qui n'est pas connue non plus pour son respect profond des droits de l'homme? Est-ce que vous considérez qu'il faut... C'est 3 questions très courtes, la Chine, et je vous dis, inscrire comme mouvement terroriste les gardiens de la révolution, vu ce qu'ils font en Iran, comme on pourrait inscrire aussi les frères musulmans, ce que LFI n'a pas voté au Parlement français. Alors, Nathalie Sarraquic, on touche à beaucoup de sujets qui sont différents. Vous faites quand même un résumé des frères musulmans en France qui représentent 0,001% des musulmans. Vous parlez des gardiens de la Révolution comme s'ils ils étaient responsables les uns pour les autres, et ensuite vous parlez de la Chine. Ça donne c'est très simple. Sur la Chine, si vous dites qu'à partir du moment où il y a... on sait exactement ce qui se passe dans les prisons chinoises, enfin exactement, pas exactement, est-ce que vous considérez qu'il faut aussi utiliser cette arme anti-dictature dans le cas de la Chine? L'avantage de cet instrument anti-coercition, c'est qu'en fait, ça a un volet d'une dizaine de mesures. Et cet outil permet la proportionnalité. Donc, il permet de prendre un certain nombre de mesures. Et d'ailleurs, au moment où cet outil a été inventé et voté au Parlement européen, que j'ai voté, c'était sous le mandat dernier, il était évidemment pas exclu qu'il puisse être utilisé contre la Chine. Mais on l'a fait, par exemple. Je vous donne un exemple très concret. Sur l'automobile, on a à un moment augmenté les droits de douane pour se protéger et dans cette forme de guerre commerciale qui fait... pas pour les droits de l'homme. Mais ça vaut aussi pour les droits de l'homme. Moi, je n'ai aucune difficulté à me servir d'outils commerciaux dans la mesure où ils sont proportionnés et bien utilisés. Donc vous seriez favorable? Vous le voyez, moi, je n'ai pas les droits de l'homme à géométrie variable. Pour le reste, sur les gardiens de la Révolution, puisque ça a été demandé vous l'évoquez par un certain nombre de personnes, en considérant que les gardiens de la Révolution devaient être inscrits. C'est symbolique, hein, dans la liste européenne. Mais vous faites bien de le dire, parce que moi, ce qui m'intéresse en droit international sont les outils. En l'occurrence, sur les gardiens... Vous avez dit même que certaines choses qui sont symboliques. C'est pour ça que je me permets de revenir là-dessus. Donc, voyons l'utilité concrète. Inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, en pratique, ça n'amène rien. En termes de sanctions, il y a un régime de sanctions qui est en œuvre sur l'Iran depuis 2011. Rien, symboliquement, ça dit quelque chose. Dont on voit d'ailleurs
dont l'efficacité est discutable. Et moi, ce que je pense qui est le plus efficace contre les gardiens de la révolution en Iran, c'est de batailler contre avec les mêmes moyens qu'une organisation criminelle. Je vous donne un exemple très concret. Ils ont utilisé plus d'1 milliard d'euros grâce aux plateformes de crypto-monnaie. Eh bien, contrôlons les plateformes de crypto-monnaie. Je pense que ce sera plus efficace que d'inscrire sur la liste des gardiens de la Révolution. Luttons contre la flotte fantôme qui leur permet de revendre du pétrole. Voilà des choses extrêmement concrètes. En même temps que, et je n'oublie pas, puisque nous sommes français, nous avons 2 ressortissants français, Jacques Paris et Cécile Collère, qui sont encore à l'ambassade et dont on souhaite la libération Exactement, et dont on souhaite la libération la plus rapide possible. Sur les frères musulmans, si vous dites que c'est symbolique, ça ne sert à rien, à la limite, ça peut ne servir à rien, mais ça peut aussi envoyer un petit signal. Donc pourquoi dire non, en fait ? Est-ce que vous avez lu le rapport qui a été fait à l'Assemblée nationale avant l'inscription de ce groupe comme sur la liste des organisations terroristes? Non, mais a priori... Vous auriez dû, parce que c'est intéressant, parce qu'il pointe que aujourd'hui, la question des frères musulmans, c'est quelques dizaines d'individus sur le territoire français, et ils représentent 0,0 je ne sais plus combien % de la population française. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'outil efficace, y compris si vous voulez lutter contre la radicalisation qui existe, comme malheureusement dans toute religion qui existe, ce n'est pas l'outil qui est le plus efficace. Donc je ne vois pas comment on en arrive à avoir un débat. Est-ce que le débat fondamental aujourd'hui en France est de savoir s'il faut inscrire dans une les frères musulmans à la liste des organisations terroristes? Ça ne sert à rien. Au mieux, ça envoie quelque chose de Non, symbolique. je vais au bout de ma pensée. Je ne suis pas dupe de l'opération qui est menée en l'occurrence par le groupe d'Éric Ciotti et par la droite au Parlement et à l'Assemblée nationale, dont l'objectif est de trouver le moindre prétexte chaque jour, chaque semaine, pour cibler nos concitoyens qui sont de confession musulmane et les associer à travers ça aux frères musulmans, là où 99,999% des musulmans aujourd'hui en France, dans notre pays, n'ont absolument aucun rapport avec les frères musulmans. Donc moi, je refuse la manière dont on est aujourd'hui en train de structurer le débat qui vise à pointer du doigt les musulmans dans notre pays. Manon Aubry, je voudrais qu'on revienne sur l'Iran et sur la manière dont la communauté internationale pourrait réagir. C'est la sidération aujourd'hui avec ce massacre qui se joue à huis clos, des chiffres qui sont terribles, où ça pourrait aller jusqu'à plus de 30 000 victimes en Iran suite à ces manifestations. J'ai pas bien compris votre réponse par rapport au classement des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. C'est une proposition de l'Italie aujourd'hui qui demande à ce que jeudi puissent être votés et inscrites les gardiens de la Révolution à la liste des organisations terroristes. Ma question est simple, est-ce que vous y êtes favorable? Je vous redis que ce n'est pas l'outil qui est efficace et utile. Ça, j'ai compris que vous estimiez que ce n'était pas l'outil le plus efficace. Pas les autres. Non, mais si vous voulez, moi, pour autant, est-ce que vous y êtes favorable? J'ai voté la semaine dernière au Parlement européen une résolution dans laquelle il était inscrit un certain nombre de choses en soutien à la révolte au peuple iranien, qui appelle à la libération des prisonniers, qui appelle évidemment à la protection des droits des femmes, qui appelle aussi à la lutte contre tous les outils de bandes organisées, parce que c'est des outils criminels de bandes organisées qui permettent aux gardiens de la Révolution d'avoir une chape de plomb sur sa population. Et je pense que ça est redoutablement plus efficace que l'inscription sur la liste des organisations terroristes. Et je vous le redis, je pense qu'on décale le débat. Et pendant qu'on a ce débat sur la liste des inscriptions des organisations terroristes, on n'a pas tout le débat des outils qu'on peut activer. Nous, en tant qu'Européens, je vous prends un exemple. Les sanctions de 2011, elles concernent quelques centaines d'individus qui font partie du régime des gardiens de la Révolution. Probablement, cette liste doit être étendue. Voilà ce sur quoi on doit se focaliser. Mais je suis vigilante à quoi ? Je suis vigilante à ce qu'on n'utilise pas ce type de discours pour prendre des sanctions économiques plus larges qui visent et qui frappent d'abord la population iranienne, qui a connu par exemple une augmentation, une inflation des prix alimentaires de 75%
qui est Rien aussi, que sur l'an dernier. qui est aussi à l'origine Et qui est une là, des du raisons de la nouveau mouvement mobilisation. révolte. qui est Donc dû c'est au pour dynamisme ça de la que je politique suis économique vigilante du sur le régime type de iranien. sanctions et que je veux qu'on ait ce débat sur le type de Alors, sanctions. celui qui, aujourd'hui, par rapport à l'Iran, pourrait avoir une forme d'efficacité, même si moralement, on pourrait également la condamner, vous me voyez arriver, c'est Donald Trump, avec cette armada américaine qui est proche des côtes de l'Iran. On ne sait pas encore exactement ce que compte faire Donald Trump, mais s'il se dit prêt à agir, si, par son action, il peut renverser le régime des mollahs. Est-ce que même si moralement ça ne correspond pas, à votre camp politique, est-ce que dans cette situation-là, oui, peut-être que c'est la dernière solution qui reste au peuple iranien? Est-ce que vous pensez que c'est en bombardant les civils qu'on peut Non, on les parle pas de sauver? bombarder les civils, on parle... Mais vous le savez comme moi que Des aucune. frappes ciblées contre... Ok, prenons les Ali exemples Khamenei. des dernières fois où la grande nation des États-Unis a voulu apporter la paix et la démocratie dans le monde. En Irak, Aux États-Unis, en Afghanistan, en Allemagne, après la guerre. il y a Des 80 bombardements ans, civils Madame aussi. Saint-Cric. Oui, d'accord. Toutes les dernières interventions, vous le savez comme moi, se sont soldées par un cuisant échec. Échec d'un point de vue de la défense des droits fondamentaux, des droits humains et le retour de la démocratie, du point de vue de la défense du droit des femmes et du point de vue aussi, parce que je n'oublie pas, n'en déplaise à Donald Trump, que des ressortissants, y compris de nos pays, ont péri dans ces interventions militaires qui n'avaient pas lieu d'être et qui ont été d'aucune efficacité Alors, pour ramener la Donc, démocratie. illusion, selon vous. C'est mirage. une totale illusion. On ne fait pas la paix, on ne ramène pas ni la paix ni la démocratie avec des bombes. Je n'y crois pas. Mais on avait tout à l'heure Armin Arefi sur notre plateau, qui est un journaliste au point et qui connaît très bien le sujet et qui disait que une partie du peuple iranien aujourd'hui est dans une attend quand situation même une aide tellement de désespérée l'extérieur. oui, même Il des ne s'agit frappes pas d'aller américaines. bombarder tout l'Iran. Moi, ce que j'entends aussi d'une partie du peuple iranien, et notamment du courant républicain qui existe et qui est fort aussi en Iran, qui dit ni le Shah ni les mollahs, on veut avoir les moyens Il de se s'agit même pas libérer du nous-mêmes. chat. On s'en fiche Et- du chat. Ah, on s'en fiche pas parce que Non, l'idée, c'est pas de mettre un le dictateur, de remettre, de refaire le régime du Shah d'Iran. Vous avez- Je sais que ça, vous allez Avec dire donc que son fils, c'est Reza une Pahlavi. dictature. Le fils est en exil depuis longtemps, dit qu'il peut être une transition. Il s'agit de faire venir juste quelque chose qui ne soit pas une république islamique. Et donc, Où les est-ce femmes que n'ont même pas le droit. non mais la Rien. Et la on tue les situation gens elle est autour de absolument mais catastrophique pour les droits des femmes Est-ce en qu'il n'y a Iran. pas finalement un lâche Et- soulagement si les Américains faisaient quelque chose? Vous Non mais voyez? un lâche Je dirais- soulagement qui va conduire à quoi? Au meurtre des civils, parce que je ne crois pas une seconde À la qu'il y aura fin de- aucun civil qui sera Regarde. mort et qui derrière ne va pas imposer un régime démocratique. Je veux dire, on a quand même Donald Trump qui est en train d'utiliser des milices et qui assassine dans les rues des États-Unis. Pourquoi vos indignations? Si. c'est même pas- Mais justement, à quelle heure vous pouvez penser sérieusement que ce type qui est en train de remettre en cause la démocratie dans son propre pays va amener la démocratie en Iran? À quelle heure on pense ça? S'il devait y avoir une intervention, ça devrait être sous l'égide des Nations Unies, ça devrait être avec un mandat onusien. Vous savez Voilà très bien ce qui que pourrait vu la faire du sens. composition Du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un nombre incalculable de blocages qui ne peuvent pas s'en faire. Voilà, c'est tout. C'est peut-être la moins Je pire ne- des je ne options, suis pas Nathalie du tout Saint-Cric. pour, Mais je on ne aille crois pas, bombarder, je comme ne vous crois dites, pas la population qu'un civile. despote peut ramener la démocratie de manière aussi vous simple mettez que à cela. égalité de despotisme toutes ces personnes. que ce soit- On peut avoir un débat, mais si vous voulez ériger Donald Trump en modèle de la démocratie, Pas du tout. mal vous en fasse, mais ce ne sera pas mon cas. Je voudrais qu'on parle politique française. Allons-y. L'Assemblée a adopté le budget de l'État. Et Sébastien Cornu, le Adopté premier. avec un 49-3. Avec un 49.3, mais Il n'y a pas tout eu de même. vraiment de vote. Et il va être transmis au Sénat. Voilà, on a toutes les précisions Tout à de la journée politique aujourd'hui. Sébastien Lecornu a eu un discours aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a parlé d'un budget de sursaut, justement, avec cette nécessité d'avoir un effort militaire. Et puis, il a pointé du doigt également à votre parti politique, les Insoumis, en disant il ne propose pas d'alternative. J'avais pas entendu là, ce que j'étais au Parlement européen aujourd'hui. Et ben voilà. C'est quand même assez fort de café. Vous pouvez Pourquoi être, c'est fort de café? vous pouvez être en désaccord avec nous, c'est pas de problème. Contrairement à Donald Trump, vous voyez, moi j'aime bien la démocratie. Mais venir nous dire qu'on propose pas d'alternative quand on a fait un contre-budget extrêmement détaillé, appuyé sur le programme C'est que vous avez du bloqué nouveau les Front débats. populaire. Absolument pas. Quand on propose, par exemple, de nouvelles recettes avec la taxe Zuckman, qui est une taxe de 2% sur la poignée de milliardaires dans notre pays, le gouvernement dit non. Quand on propose de faire rendre l'impôt sur le revenu davantage progressif, qui permet de dégager des recettes, et en même temps de baisser l'impôt pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, le gouvernement le refuse.
Je pourrais vous faire une liste, elle est un peu longue. Oui, et puis moi, je pourrais vous dire, Manon Ombry, ce que vous vouliez, Mais donc- c'était pas un compromis sur le budget, c'était d'avoir de nouvelles élections. Donc, en fait, évidemment, vous n'avez pas proposé d'alternative parce que vous ne vouliez pas. Non, on de faire progresse avance. dans la discussion. Vous êtes quand même obligé d'admettre que des propositions, on en a faites. Oui. Et que Alors, moi, je relayais les propos du Premier ministre, la hein. réalité, on a aujourd'hui un Premier ministre qui ne gouverne Il que dit par la crédible. force, qui s'était engagé à ne pas utiliser le 49.3 et qui a recours. J'oublie pas, avec le soutien des socialistes, dont je regrette qu'ils aient changé manifestement d'alliance en passant du nouveau Front Populaire au macronisme, mais toujours est-il que quand on est de gauche, on ne peut pas accepter un budget Pour qui vous, les supprime... socialistes ne sont plus de gauche? Ouais, quand on accepte un budget qui supprime 4000 postes d'enseignants, qui fait près de 4 milliards d'euros de coupes dans le budget des hôpitaux, qui supprime la prime de Noël, Avec la qui suspension supprime de la réforme des retraites, on va pas refaire. non, il n'y a tout pas le la débat du suspension, il y a un décalage d'1 an dans le temps. Si on Qui va pense profiter qu'on à peut beaucoup de résumer Françaises. le projet de gauche à cela, Bon. moi je pense à ceux qui vont d'abord souffrir les alors. premiers de ce budget qui est profondément injuste. Et d'ailleurs, je remarque que je ne suis pas la seule. Il n'y a pas que les Insoumis qui ont déposé une motion de Non, les censure. écologistes. Les écologistes également, aussi, mais pas les favorables. communistes aussi. Et le Et le Rassemblement Rassemblement national. national. Ah, le Rassemblement national, vous savez le nombre de désaccords que j'ai avec eux. De toute façon, on ne votera jamais leur motion de C'est censure. juste la liste. Nathalie Est-ce que Sinclair. ça justifie qu'il y ait une guerre au couteau pour les municipales avec, avec le Parti socialiste en clair? On a l'impression qu'il y a des endroits sur lesquels ça se focalise. C'est-à-dire ceux d'ailleurs dont Jean-Luc Mélenchon avait annoncé qu'ils seraient punis pour leur comportement. On peut penser à Michael Delafosse à Montpellier, on peut penser à certaines personnes qui sont dans votre viseur, ou Sophia Chikirou qui finalement ira jusqu'au bout et qui risque d'être une alliée objective ou subjective de la droite de Rachida Rachida Dati. Est-ce que c'est véritablement le but, c'est de se présenter, d'être élu, et pas non plus de dézinguer systématiquement les socialistes qui se présentent? Est-ce que c'est une rupture qui... On a l'impression que c'est même plus des ennemis que la droite. Madame Saint-Cric, est-ce que vous connaissez beaucoup de cadres électoraux et d'élections dans lesquels on se présente, dont l'objectif n'est pas de le remporter? Bien sûr, mais on n'est pas obligé d'utiliser un certain nombre Donc- de termes en sachant qu'il y a en général Non, un mais deuxième madame, tour au municipal. moi je fais de la politique, je conteste le bilan des socialistes, on l'évoquait à l'instant, qui manifestement a changé d'alliance et donc dans ces conditions, oui, il est difficile de s'allier au niveau local quand on n'a pas la Manon même Ombry, cohérence pardon, du projet On politique. n'a jamais vu, enfin en tout cas pas depuis longtemps, à Paris, avoir quelqu'un comme Sophia Chikirou qui contre les socialistes. Normalement, alors il peut y avoir des désaccords dans la famille de Puis on gauche, peut, on a le bien premier compris. tour, Mais elle dit quand même, il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris. En effet, je rejoins Nathalie Sacré, qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend Paris, mais il y a d'autres villes, hein, Marseille, Montpellier, on a l'impression que les socialistes, Sébastien je vais Delogu, jusqu'à la fin de ma question, Manon Aubry, Je vous que laisse, les je vous laisse. socialistes sont plus un adversaire pour les insoumis que ne peut être la droite de Rachida Dati. C'est quand même fou parce que on serait la seule formation politique, et j'en fais un petit paquet de plateaux télé, à qui on demande, on interroge la légitimité de se présenter à une On élection. vous a pas dit de pas vous présenter. Non, mais donc voilà, donc merci. les termes utilisés. J'ai déjà Il ne faut gagné. pas qu'un Non, mais attendez, socialiste je soit donne maire pas de de- Paris. Non mais donne pas de madame, certificat si vous voulez gagner une élection, a priori, vous gagnez contre les socialistes, mais vous posez pas la question, par exemple, je vais jusqu'au bout, parce que D'accord. j'ai entendu votre question jusqu'au bout. Vous posez pas la question aux socialistes qui sont candidats à Strasbourg contre la maire Mais on sortante le des posera à écolos. Monsieur Bournazel Est-ce en lui que disant, vous voulez demandant faire, s'il risque est-ce pas que de vous voulez faire perdre les Rachida écolos? Dati. C'est une élection. Mais Scoop, on se présente pour la gagner. Et on Non. se présente pour la gagner à Paris, Manon Aubry, à Strasbourg, à Montpellier, mais aussi dans des villes où l'extrême droite est au pouvoir. J'étais la semaine dernière en meeting à Perpignan contre Louis Alliot. D'ailleurs, Manon à Aubry, Perpignan, on Manon a Aubry, proposé je ne une comprends alliance pas de bien toute la que gauche. vous n'assumiez pas cette stratégie. Assumez quoi? Cette Moi, stratégie solitaire. je suis très à Cette l'aise. stratégie solitaire pour les municipales Eh bien- de la France insoumise, qui n'a pas cette implantation locale d'habitude, qui d'habitude est plus liée avec les autres partis de la gauche et qui là Ok. va dans des fiefs socialistes, dans des fiefs communistes également. On peut Ok, parler je vais vous- par exemple de je vais vous poser Montreuil. une question. C'est une stratégie Je nouvelle. vais vous poser question. Non, vous allez répondre à mes questions Je parce réponds. qu'on a bientôt terminé. Quelle Cette est- stratégie, Je est-ce réponds. que vous l'assumez? Quelle est la formation politique qui propose une alliance de toute la gauche au second tour si on arrive en tête au premier tour? Non, mais Quelle- vous parlez quelle est de la quelle forme- élection Pardon, mais parce que là, par exemple, Donc, Sophia Chikirou ça vous qui dit intéresse il ne la- faut pas ça vous que intéresse le la futur maire stratégie socialiste- politique. Donc, Oui, je ça vous dis en m'intéresse. termes de stratégie politique,
la France Insoumise, puisque vous n'avez pas l'air de le savoir, donc c'est tant mieux, je vais informer tout le monde, est la seule formation qui, au second tour des élections municipales, propose une alliance de toute la gauche. Donc si vous voulez avoir la garantie d'une alliance de la gauche pour le second tour, Rangez-vous derrière les insoumis. il faut nous mettre en tête au premier tour. Voilà. Parce que, Donc, par c'est la exemple, gauche vous avez unie, mais un uniquement candidat derrière à les Paris, insoumis. Ari Evel, qui dit quand même plutôt faire perdre Paris que de s'allier avec la France Insoumise. Moi, je n'ai aucune Oui, difficulté. mais ce n'est pas à le faire candidat alliance. tête de liste. Je n'ai aucune Contrairement à Sophia difficulté Chikirou. à faire alliance au second tour, mais il se trouve que ils ont préféré nous suis désolée, exclure on du vous premier tour. réinvitera. Et si on Le fait temps campagne est municipale, écoulé. c'est d'abord des sujets de fond. Merci. C'est beaucoup, la cantine gratuite, Aubry. c'est les C'est premiers terminé. mètres cubes Merci gratuits, vous voyez. Beaucoup. C'est Tout de plus suite. intéressant que la politique politicienne. Merci beaucoup. Je m'arrête Tout de là, suite, promis. on retrouve les informés. Mais tout d'abord, c'est l'heure du Journal du Monde. Merci.